Quelle est la question exacte? Vous allez bien, vous? Bah, j'arrive à un peu dormir. Je suis un détraqué. Voilà. C'est plus un... On est détraqué nerveusement. Les Occidentaux, on est très détraqués. Qu'est-ce qu'elle avait détraqué chez vous? Bah, ça pense. Ça pense à plat, ça pense rien. Le cerveau est vide, donc je me remplis de textes. Mais je suis pas du tout désespéré, hein. Je suis absolument pas désespéré, du tout. Vous êtes capable de dire je suis heureux? Oh non, non. Je suis malheureux? Oui. Moi, je vais avoir 60 ans. Ça y est, moi. Je vais avoir la paix du slip, hein. C'est une expression de mon frère que j'ai trouvé assez ignoble. C'est formidable, la paix du slip, vous savez. Mais en même temps, il faut du désir, parce que ça agit, ça occupe, mais... Est-ce qu'on peut dire que vous êtes tragiquement anxieux? Exceptionnellement anxieux? Maladivement, oui, je suis atteint de la maladie de l'anxiété, c'est sûr, ça. L'angoisse, c'est une expérience, hein. C'est pas des mots, hein. L'angoisse, c'est un état de douleur qui est insupportable. Comme Cioran qui dit c'est pas de mourir, c'est de naître qui est problématique. C'est vraiment de l'inconvénient d'être né. Il y a une phrase que j'adore de Cioran, ne nous suicidons pas tout de suite, il y a encore quelqu'un à décevoir. Donc j'avais écrit un livre au tout début de l'épidémie, que j'avais appelé Épidémie, qui montrait, moi j'ai une énorme expérience, probablement une des plus grandes expériences mondiales des épidémies et des fausses épidémies. Je trouve que ça fait 20 ans que notre société était au bord de la crise de nerfs, et qu'au bout d'un moment, quand on est trop longtemps au bord de la crise de nerfs, on tombe dans la crise de nerfs, et donc c'est ce qui s'est passé. Mais c'est pas le Covid-19 qui a fait la crise de nerfs dans les pays occidentaux, c'est que les pays occidentaux sont malades. Moi, je vous rappelle, qui était une des choses, les manipulations les plus extraordinaires de l'histoire et qui n'a été possible que parce que la population était dans cet état. Moi, je vous rappelle que j'étais conseiller de deux ministres pour essayer de prendre des mesures contre le bioterrorisme, qui était juste une bêtise qu'avait fait l'armée américaine toute seule, mais qui a tellement, devant l'ONU, on a eu le représentant des États-Unis qui a menti avec un tube. Il savait qu'il mentait depuis un an. Tout ça pour faire la guerre à l'Irak. Et à la fin de cet épisode, l'Amérique, on faisait des sondages, 70% des Américains pensaient que les tours jumelles et le bioterrorisme, c'était Saddam Hussein. Donc, si vous voulez, on a une population qui est incroyablement sensible à ce que vous racontez. Oui, c'est vrai. Et qui sont des bêtises, qui ne sont pas vérifiées, et cette sensibilité est le témoin de l'état de notre société, et de l'état des relais d'information que nous avons dans notre société et de la manipulation de l'information. Oui. Et si on dit ça, les gens disent vous êtes un complotiste, mais enfin vous savez, tous les laboratoires qui travaillent sur des organismes pathogènes ont dû changer entièrement leurs règles de fonctionnement à cause d'une connerie de l'armée américaine quand même, hein, qui nous a imposé. Elle a imposé à l'Europe, à l'époque, vraiment, j'étais au ministère de la Santé, elle a imposé à l'Europe des règles du fait que un employé de l'armée avait fait une connerie quand même. Hein. Professeur Luc Montagnier, que pense le prix Nobel de médecine que vous êtes quand vous voyez l'état de notre planète aujourd'hui qui se couvre d'un masque? Écoutez, il y a deux visions possibles. La vision optimiste et la vision pessimiste. Pessimiste, c'est qu'on va à la catastrophe, à la fin de la civilisation dans quelques générations. Et bon, j'espère qu'on ne va pas y arriver. Et pourquoi et comment on irait à la fin? Mais parce que la civilisation actuelle a perdu ses valeurs, si vous voulez. Elle est dominée par l'argent, par l'économie et la vie elle-même. Pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi les jeunes se demandent qu'est-ce qu'ils font dans cette galère? C'est une galère incroyable. Alors, voilà donc la situation mauvaise. Et la situation bonne, c'est qu'on n'a jamais été aussi haut dans le développement. Une espèce animale domine le monde, c'est nous. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé. La moitié de la population humaine, maintenant, est dans les villes.
dans le béton. Et pour un jeune, je crois, c'est affolant. Il ne voit plus le verre, il ne voit plus les animaux, il ne voit plus rien. Pourquoi existe-t-il? Il se le demande. Comme vous, je m'étonne qu'on est dans un monde de fous. Un monde de fous. C'est-à-dire que la science donne des vérités. On ne croit plus à ces vérités. On transforme la vérité selon les besoins de l'économie. Et donc, voir un ministre de la Santé français interdire un médicament qui semble agir sur ce fameux virus dont vous parlez tout à l'heure, c'est absolument étonnant, absurde. Et bien que les journaux scientifiques se sont rétractés, lui ne s'est pas rétracté, il continue. Alors, qu'est-ce qui nous gouverne, hein? Vous voyez, c'est un monde de fous. Quelque chose qui peut faire du bien à des gens, les empêcher de mourir, on ne prescrit pas en France. Les médecins n'ont pas le droit de prescrire. Nous n'avons plus que des fantômes, parce que justement, les gens qui nous gouvernent sont à l'image de la pauvreté que nous avons, est-ce que vous voyez? Et si nous n'avons pas, au contraire, un enrichissement de l'homme, voyez-vous, à ce moment-là, évidemment, on ne pourra pas du tout, si on n'a pas l'enrichissement de l'homme en soi, voyez-vous, on ne pourra pas, disons, espérer quelque régime que ce soit. Ça, c'est l'idée de Platon, voyez-vous, c'est une idée qui est vraie, une idée qui n'est pas enseignée, une idée qu'il faut réfléchir. Donc si vous voulez attaquer la réalité de quelqu'un, hein, ce que le pouvoir fait avec nous, vous devez attaquer son sentiment de confiance, évidemment, en lui-même d'abord et dans les autres. Autrement dit, le faire douter de lui-même comme des autres. C'est ce que fait le pouvoir en attaquant le patriotisme. Le patriotisme, c'est quoi? C'est que j'ai confiance dans ces gens dans la rue. C'est tout. J'ai confiance dans ces millions de gens qui sont autour de moi, qui vivent dans ce pays. Il y a une confiance de base, ce qu'on appelle le patriotisme. On converge tous vers un but commun. Et on peut se faire confiance parce que même si moi je tombe, il y a quelqu'un qui prend ma place. Imaginez un monde, une société dans laquelle et nous y sommes, pour ainsi dire, une société dans laquelle tout le monde se méfie de tout le monde. Enfin, c'est-à-dire où en fait la confiance se dissout. C'est là-dedans qu'on veut nous faire rentrer. C'est pour ça que la question de l'identité nationale, de la cohésion nationale, du patriotisme est en fait est centrale pour justement créer de la cohésion, c'est-à-dire créer de la confiance. Et tout le pouvoir, enfin les Soros et compagnie, passent leur temps à casser ça pour que nous ne soyons plus que des individus atomisés ou alors regroupés sous de fausses patries en quelque sorte, c'est-à-dire des étiquettes LGBT, etc. Et donc là, donc c'est pour ça que le sentiment de confiance en soi-même et dans les autres est central. Ce que nous avons perdu est plus important que ce que nous avons gagné. Nous avons gagné quoi? Du confort, des progrès techniques, de l'espérance de vie. Quelle vie? Qu'est-ce qu'il y a dans cette vie plus longue? Est-ce qu'elle est plus riche que les vies courtes? Je n'en suis pas sûr. Nous avons gagné tout cela, qui relève de la technique. Ce que nous avons perdu relève de la convivialité, de l'humanité. L'entraide, la solidarité, la joie de vivre, la gaieté, la légèreté, la pudeur. Toutes sortes de choses qui faisaient l'homme et la femme ancienne, vous voyez, je suis inclusif. Tout cela s'est évaporé, s'est dilapidé. Et ce sont des valeurs affectives, des valeurs qui ressortent au plus profond de l'humanité et qui sont infiniment supérieures que le fait d'avoir un iPhone avec des fonctions dont personnellement moi je ne me sers pas des trois quarts d'entre elles. Je vous disais, le vrai grand remplacement, c'est celui de l'homme par les post-humains. C'est celui qui a tout permis. Bon, écoutez, moi, je n'ai jamais été un laïciste forcené. Je trouve qu'on devrait pouvoir, effectivement, manifester sa foi comme on l'entend. Moi, autant je suis pour... Jusqu'où, ça veut dire, par exemple... porter un signe religieux n'est pas une le voile pour les femmes?
Écoutez, c'est ce que j'ai écrit dans un entretien à Valeurs Actuelles cette semaine. J'ai plus de respect pour une femme voilée que pour une Lolita en string de 13 ans. Ouais, j'ai plus de respect. J'ai plus de respect pour un musulman qui fait sa prière 5 fois par jour que pour les bobos écolos à trottinette. Je considère que, en humanité, ce ne sont pas des êtres inférieurs. J'ai même plutôt tendance à considérer qu'ils sont supérieurs. Voilà. Et donc, cette vision-là, moi, qu'est-ce que ça a de... tout est pornographique à ce moment-là. La marchandise est pornographique. Je ne devrais pas dire ça sur une chaîne d'information continue, mais la publicité est une obscénité et pornographique, c'est une agression. Il y a d'ailleurs des publiphobes, hein, voilà. Pourquoi le signe religieux, les manifestations religieuses seraient reléguées dans l'enfer où était contenu et sanctuarisé, j'allais dire, le sexe au 19e siècle? La religion est devenue un tabou, comme la mort, par exemple. D'ailleurs, on dit même plus la mort, on dit la fin. Il y a un protocole hospitalier, c'est plus le terme naturel de la vie, la mort. Il n'y a plus la dimension sacrée de la mort, il y a simplement la fin de la vie organique. C'est une défaillance technique. L'islam, Apolline de Malherbe, n'est que le miroir de nos insuffisances et de nos démissions. L'islam nous renvoie à l'image de notre déclin et, j'ose le mot, de notre décadence. C'est ça qui nous est insupportable. Ça a des explications aussi tout à fait sociologiques. Il y a tout un tas d'articles qui sortent chaque semaine, y compris dans les journaux les plus... je sais pas, les plus vulgaires possibles, et qui expliquent pourquoi, à cause du téléphone portable, tout ce que vous voulez, pourquoi on vit de plus en plus vite. Mais la vraie raison, elle est là. Parce que l'homme, justement, est de plus en plus abandonné, de plus en plus laissé à lui-même, et quand vous laissez l'homme à lui-même, il devient hystérique. La loi de notre monde aujourd'hui, c'est l'hystérie, dans tous les domaines. C'est-à-dire le geste saccadé, sans aucune harmonie. Donc, l'écran... Tout le monde l'a dit, Baudrillard, tout le monde, que la base de notre société, c'est l'écran, le moteur du simulacre, l'apologie du plaisir. Le plaisir est à la base de notre société, alors qu'un homme debout, il est motivé par le désir. Le désir et le plaisir, ce sont des notions qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Et aujourd'hui, on vit dans le monde du plaisir. Et le plaisir, c'est l'assassinat du désir. D'accord ? Le capitalisme, c'est la mise en action du plaisir, c'est-à-dire de l'immédiateté de la boulimie, si vous voulez. Et donc de l'absence du savoir goûter. On n'est plus des homo sapiens dans le sens où le sapien, c'est celui qui goûte, qui prend plaisir à goûter. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus parce que tout recolle, parce qu'il faut du temps, donc il faut pas être hystérique, etc. Donc nous vivons dans l'empire de la satiété et plus dans le royaume de la saveur. C'est que ça soit le monde contemporain occidental ou que ça soit l'Église, on va dire, dans ce cas-là de caricatural, dans les deux cas, il semble qu'ils aient peur de la vie. Et pour moi, c'est ça la première question. Et c'est normal, et du coup on comprend, parce qu'on peut avoir peur de quelque chose de sacré, et on peut avoir peur de ce qu'on ne contrôle pas. Et ma grande question, c'est est-ce que ce qui ne réunit pas dans une même problématique, encore une fois, les comportements chrétiens caricaturaux et les comportements contemporains qui se veulent libérer du christianisme, c'est la peur de la vie. Et c'est là-dessus que je voudrais commencer par travailler. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, une naissance non programmée, c'est une gigantesque catastrophe. Aujourd'hui, la surpopulation, c'est une obsession dans des pays qui sont en état de dénatalité. C'est quand même un peu bizarre, ça n'a pas disparu. D'ailleurs, vous allez n'importe où, dès que vous avez 4-5 enfants qui commencent à faire du bruit quelque part, vous avez la génération des plus de 40 qui commence à être en état d'hystérie parce que ça fait trop de bruit. C'est très bizarre, le seuil de tolérance à l'exaspération de la présence des enfants a beaucoup diminué en Occident. Vous avez même des gens à 30 ans, c'est déjà des petits vieux hystériques, comme d'autres pouvaient l'être à 50. Vous voyez, ça, ne pas supporter qu'un enfant fasse le bazar, qui crie, qui hurle d'ailleurs, parce que ça hurle aussi les enfants. Que la vie, ça soit excessif, pas régulable. Parce que c'est très bizarre là aussi. La même génération, je parle des plus de 40 dont je fais partie, voulait à la fois une éducation plutôt libérale et en même temps ne supporte pas quand la vie déborde, qu'elle est excessive, anarchique, qu'elle flanque le bazar, la contestation. Vous voyez, c'est très bizarre que les mêmes qui sont pour la liberté de l'enfant ne supportent pas d'être contestés toute la journée, ce qui est un peu contradictoire. Et donc, et c'est ça qui pose question. C'est, je ne vais pas le faire là, mais une analyse de la raison. Pourquoi l'Occident en vient dans ses travers? Et je pense que c'est très propre à l'Occident. L'Afrique n'a pas peur de la vie. L'Inde n'a pas peur de la vie. La Chine a peur de la vie pour des raisons qui sont celles de l'analyse scientifique occidentale des risques démographiques. Du coup, d'ailleurs, la Chine, dans son ensemble, est rentrée comme l'Occident dans une peur de la vie. Et c'est, je vous dis, c'est le premier lieu où là, je dois me dire que, au fond,
c'est être en mauvaise santé que d'avoir peur de la vie. Parce que pourtant, la santé, c'est la vie. Il me semble, alors, vous allez me dire, il n'y a peut-être pas de quoi faire tout un plat autour de ça. Hein, j'allais dire, cet émerveillement, il est celui de toutes les sociétés traditionnelles. Hein. Pourquoi? Parce que la vie, c'est la survie. Et que s'il n'y a pas la vie, on est mort. C'est une espèce de sens très très profond. Vous voyez que la vie, la fécondité notamment, mais toute forme de vie est au service du vivant humain. Vous voyez, et que la vie, c'est une victoire sur la mort. Que la vie, c'est qualitatif. C'est, comment vous dire ça? C'est lumineux. C'est une espèce de victoire permanente. C'est un jaillissement permanent, la vie. Et ça me semble capital parce que, très étonnamment, ça s'est éteint en nous. Ce serait difficile de savoir d'ailleurs, hein, à quelle époque ça a commencé à s'éteindre dans le regard occidental, cet émerveillement. On le voit déjà avec Descartes, avec ce qu'on appelle la théorie des animaux-machines. Descartes, et son époque, c'est pas lui qui a inventé ça tout seul, commence à regarder l'organisme vital par analogie avec les machines. Alors, vous allez me dire, génial, commencement d'invention de la science, évidemment, commencement d'invention d'une médecine scientifique et de tout ce qu'on voudra, et progrès potentiel merveilleux de tous les instruments qui permettent qu'on ait tous les uns et les autres à peu près encore en vie. C'est vrai, on y reviendra, mais on ne voit plus, en tout cas chez Descartes par exemple, mais pas plus chez Kant, d'émerveillement devant le vivant. C'est plus du tout la question, il n'y a plus du tout ça dans le fond du regard. Un auteur à cet égard-là, si vous avez l'occasion d'aller le lire, alors on ne comprend pas toujours grand-chose, mais c'est pas grave parce que c'est poétique. Enfin, dans cet ouvrage-là. Merleau-Ponty a créé à la fin de sa vie un ouvrage inachevé qui s'appelle Le visible et l'invisible. Et il parle de l'être sauvage, Merleau-Ponty. Il a écrit d'autres ouvrages, je ne vous recommande pas la lecture, parce qu'il y a des lignes, il y a des phrases qui font une page et demie, donc c'est un peu fatigant, mais là dans le visible et l'invisible, c'est des extraits, parce qu'il n'a pas fini de composer son bouquin, donc c'est plein de petits bouts qu'on peut lire. Et précisément, il a une manière de parler de l'être sauvage. On a l'impression d'un homme qui redécouvre précisément, parce que l'être sauvage, c'est l'être au sens de le fait que les choses existent. Mais derrière, il y a évidemment chez lui l'expérience humaine, puisque c'est quand même le terrain fondamental du travail de Merleau-Ponty. Et il y a presque une espèce, comme chez Camus d'ailleurs, une redécouverte brutale, mais au sens positif, du fait que la vie, c'est incontrôlable. Ouais. Vous lisez Camus, vous lisez Noz, vous lisez Le vent à Djémila, vous lisez Tibaza, vous lisez même le premier homme. Et vous voyez chez lui le même regard qu'il y a chez Merleau-Ponty à la fin de sa vie. C'est-à-dire, je vous dis, le fait que la vie, ça peut pas se définir. C'est quelque chose, j'allais presque dire, qui déborde l'intelligence. C'est quelque chose d'impossible à cerner. C'est quelque chose d'excessif, la vie. Hein, enfin, c'est pas eux qui disent ça, hein, c'est moi qui ajouterai. La deuxième chose qu'il y a dans la révélation, et qu'il a encore ne fait que reprendre, de manière splendide d'ailleurs, des choses qu'on retrouve dans les traditions, dans les civilisations traditionnelles et dans les sagesses traditionnelles, c'est ce que j'appelle la profondeur de champ. C'est que nous, vous avez remarqué, on est dans nos problématiques, mais très nombrilistes. Alors, de tragédies, qui sont des fois des tragédies microscopiques. Et on peut être soucieux d'une opération, d'un grain de beauté, je sais pas trop quoi, de se faire refaire le visage, de se faire enlever une verrue. Enfin, vous voyez, je veux dire, pour nous, les questions vitales, les questions médicales, les questions de santé sont des questions qui arrivent à se réduire à un champ de vision. Vous voyez ce que je veux dire, qui perd complètement comment est-ce que la vie, c'est non seulement quelque chose de jaillissant, mais c'est quelque chose qui a une extension, tout simplement, qui dépasse complètement les petites problématiques. Alors, je ne veux pas du tout dire que la fécondation in vitro, que les manipulations génétiques, que l'utilisation des cellules souches, tout ça, que le clonage, c'est des questions qui ne sont pas importantes. Mais ce que je veux dire, c'est que réduire, on utilise le mot de bioéthique pour ça. S'il y a une éthique du bios, une éthique du vivant, vous comprenez bien que l'éthique du vivant ne se réduit pas à cette dizaine de problèmes tout à fait spécifiques que nous nous posons, nous, dans le monde contemporain. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que notre monde contemporain est plutôt dans un rapport d'obsession compulsive. Vous voyez, l'obsessionnel, il revient sur des petites choses ou sur des grandes choses, mais il revient toujours sur les mêmes choses. Et il a un mal fou, le propre de l'obsessionnel, c'est qu'il a un mal fou à resituer sa problématique dans l'ensemble du réel. Or, sous ce rapport-là, l'Occident a un rapport obsessionnel aux problèmes vitaux.
compulsif presque. On le voit dans le cas de la santé. On le voit dans le cas de la beauté. Vous voyez ce que j'appellerais, ce qu'il y a à la frontière entre la beauté et la santé. Hein. Le marketing autour du perdre des 5 kilos. Enfin, vous voyez, l'esthétique, la bioesthétique, dans lequel est le monde, la pathologie bioesthétique du monde contemporain est quand même très particulière. C'est une source d'ailleurs, encore une fois, de revenus gigantesques. Donc personne n'a intérêt à ce que ça disparaisse. De revenus médicaux, vous voyez, de revenus du côté de l'image, de revenus du côté des produits de luxe. Enfin, faut voir. J'allais presque, enfin, de temps en temps, j'ai presque un sentiment. Vous voyez que c'est les vautours travaillent autour de la beauté féminine, mais de manière qui moi, je trouve répugnante. Parce que vous le valez bien, pour moi, c'est de l'ordre du discours du charognard. Parce que c'est vrai, il n'y a pas d'autre expression. Ça peut vous choquer, hein, mais je trouve ça odieux. Parce que voilà, ça manifeste un mépris souverain pour la réalité du vivant, qu'est la femme. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le valent pas, du coup. Oui, ça dit tout d'elle, pluriel. Et c'est-à-dire, c'est très intéressant de travailler aujourd'hui le rapport entre la beauté et la vie, ou le beau et le médical. Enfin, vous voyez, la santé et la beauté. C'est très bizarre, ça. Et c'est encore une fois, c'est original. Alors, les Grecs avaient déjà... Mais non, chez eux, la beauté et la santé étaient deux questions distinctes. Chez Aristote, c'est tout à fait distinct. Un petit mot de la fin, un petit appel, call to action, comme on dit aux États-Unis. Le cynisme médiatique nous dit que les gens mangent ce qu'on leur donne à manger. Il faut inverser la tendance, et l'appel que je donne, c'est arrêtez de manger ce qu'on vous donne à manger. Faites le tri dans votre assiette. Voilà. Juste le tri dans l'assiette. Dans tous les domaines, on ne prend pas ce qu'on nous donne, on doit réfléchir à ce qu'on nous donne. Et c'est pas parce qu'on nous le donne, et c'est pas parce que c'est gratuit qu'on doit le consommer. Je pense qu'il faut aussi savoir qu'on engage notre dignité dans chaque choix de notre existence. Et la dignité, c'est important. Et je suis pour un peuple digne, et je pense qu'il y a une grande crise de dignité. Les gens, au travail, dans leur éducation, dans leur famille, se sentent de moins en moins dignes. Et du coup, vont vers des vendeurs de dignité. Donc je pense que la dignité, c'est un grand combat pour le XXIe siècle. C'est pas que dans les pays pauvres qu'on doit se battre pour la dignité ou dans des dictatures. C'est aussi nous. Nous avons une dignité, nous avons d'autant plus la responsabilité d'être dignes que nous sommes quand même dans un confort relatif par rapport à d'autres pays. Donc nous devons être dignes. Et j'espère que la France, et c'est un appel aussi patriote, j'espère que la France pourra être un pôle de dignité pour le monde entier. Pour l'instant, elle en est loin. I think economical prosperity gives some. Je trouve que la prospérité économique nous apporte déjà un sentiment d'ennui, qu'elle apporte un énorme vide spirituel et inspire une insupportable lassitude, surtout chez les intellectuels. Mais je crois, pas seulement chez les intellectuels, mais aussi parmi les jeunes générations et une bonne part de la population. Je crois qu'actuellement, nous sommes toujours insatisfaits, jamais contents, et nous ne pouvons faire confiance à une telle prospérité économique. Nous héritons de la tradition des samouraïs qui vivaient pour l'honneur et le spirituel, et qui, vous savez, méprisaient l'argent. C'est ça qui attire encore aujourd'hui des gens dont certains sont de bonne foi, d'autres pas, mais il y a des gens de bonne foi rentrent en se disant c'est une manière de pouvoir partager une certaine spiritualité, parce qu'on est dans un monde matérialiste où tout le monde, enfin bon, je crois même que les gens soient croyants ou pas, les gens n'en peuvent plus de ce matérialisme, d'aller juste le nouvel iPhone, Netflix, machin, il y a un truc qui manque, les gens le sentent, et donc il y a des gens que ça attire en se disant c'est une manière quand même de garder une spiritualité avec l'ésotérisme, avec voilà, et de pouvoir partager avec des gens qui sont pas tous de la même religion, de la même voilà. Et c'est ça encore qui attire aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a un côté attirant, et c'est ça encore qui fait entrer pas mal de gens. Bon, le problème, c'est que on ne sait pas où on va nous mener. Voilà, le problème, c'est ça. Et ce que j'ai noté dans la culture égyptienne, c'est que cette culture est l'égale spirituellement, moralement, philosophiquement de ces constructions. Les plus anciens textes, on trouve parmi
eux, des expressions totalement adéquates à notre époque. À savoir, Imhotep disait « pas de vie morale, pas de vie sociale ». On est exactement dans ce cas de figure. La vie morale s'en va, on n'enseigne ni la morale ni la philosophie existentielle, on enseigne des théories philosophiques qui n'ont rien à voir avec la vie courante. Et toutes ces choses font que la vie devient de plus en plus difficile et de plus en plus incompréhensible. À tel point qu'on peut se demander légitimement qui a envie qu'il en soit ainsi. Je donnerai un autre exemple. Il semblerait d'ailleurs qu'il y ait continuité, puisque c'est presque la formulation que donnait François Rabelais à la Renaissance, à savoir, toujours par le même Imhotep, amour et connaissance sont tout. Connaissance sans amour n'est rien. Que peut-on retrancher? Que peut-on dire de mieux, de plus? Je ne sais pas. Or, il y a des quantités incommensurables de ce genre de choses, mais on ne les exploite pas de nos jours, on ne les fait pas connaître. La seule personne, dernièrement, c'était Christiane Desroches-Noblecourt, qui avait trouvé non seulement des ressemblances entre les fables de La Fontaine, de Florian, d'Ésope et des Égyptiens, mais également des enseignements ésotériques dont elle avait beaucoup de peine à parler parce qu'on refusait de l'écouter. Mais son testament de scientifique attaché à la culture égyptienne, c'est celui que je viens de décrire, c'est-à-dire ce qu'on imagine qui est éternel, ça c'est la culture des anciens. C'est ça ce sur quoi il se basait pour écrire et pour réaliser. Le collectif, pour moi ça a été un choc quand même, la commémoration de la chute du mur de Berlin. L'essentiel des témoignages des gens de l'Est, c'était de la nostalgie, c'était de dire c'était mieux avant. Au secours Solzhenitsyn, au secours Rostropovitch, au secours Chalamov, au secours les 8 millions de morts du goulag. C'est-à-dire que vous qui êtes morts par moins 40 pour la liberté d'expression, si on fait tomber un régime pour vous donner la liberté d'expression par rapport au fait de ne pas payer trop cher d'électricité, que c'était cool, que les trabants c'était bien, qu'il y avait des pièces détachées pas chères, tout ça, c'est d'un seul coup. Si la vie de consommateur vous amène, quand on vous redonne la liberté d'expression, à dire c'était mieux avant, la liberté d'expression ça n'est pas grand-chose. Il vaut mieux une vie confortable plutôt qu'une vie dans la liberté d'expression. Donc ça, par exemple, c'était un choc pour moi. Ça, je dois dire. J'ai suivi ça attentivement et de voir que l'essentiel des témoignages de l'Allemagne de l'Est, c'était essentiellement c'était mieux avant. Voilà ma pauvre chanson, l'occasion fait le larme. Mais non, mais c'est que maintenant on se retrouve tous les jours, ils prennent une loi pour venir te faire chier. Ouais. Ils te font chier, tu peux plus allumer une clope, tu peux plus pincer des fesses de filles, tu peux plus regarder quelqu'un, tu peux plus absolument rien faire. Tu ne peux plus rien. Tu fermes ta gueule, tu peux plus leur dire merde à la télé, tu peux plus rien. Je pense que les gens s'expriment dans l'espace privé, que c'est terrible. Parce qu'il y a une sorte de... Ce qu'avant on appelait le politiquement correct, on ne le dit plus maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'on était... que la France a toujours été révolutionnaire parce que c'est le pays de la franchise, je pense. Je pense que c'est les Francs, et les Francs font la France, on s'exprime en français, et donc il ne faut pas oublier la racine des Francs qui donne la franchise. Et donc je pense que la franchise est révolutionnaire. J'aime beaucoup les périodes d'avant, quand on définissait toujours l'anglo-saxon comme la perfidie, comme l'hypocrisie. Ce que je pense toujours. J'essaie de bosser avec des Anglais pour voir que tu sais jamais ce qu'ils pensent. C'est dingue, je tape pas plus faux cul de chez faux cul. Et maintenant, ça y est, c'est arrivé chez nous. C'est-à-dire que le politiquement correct, c'est-à-dire l'hypocrisie, c'est-à-dire la perfidie, se sont installés et sont en territoire chez nous. Et donc, bien sûr, quand on parle, par exemple, quand ils parlent de leur problème d'identité nationale ou machin, il n'y a pas de problème d'identité nationale, c'est le problème de la franchise. C'est-à-dire, c'est le problème qu'un comportement, je dirais, de petits blancs, anglophones, pas de culture comme ça, aussi bien les Suédois, les Scandinaves, les machins, et toute cette daube qui te tombe dessus et qui fait que chacun est un flic pour l'autre. La franchise ne peut plus s'exprimer.
dit oui, mais les Français sont riches, l'État est ruiné, mais la France a une épargne privée énorme, c'est vrai. Mais il y a un critère important, c'est que les Français s'emmerdent, ils sont très dépressifs, on est les plus gros consommateurs d'antidépresseurs du monde. Donc c'est-à-dire que cette vie ne les amuse pas, ils s'emmerdent, c'est même s'ils consomment, s'ils sont pas dans la... Il y a aucune misère matérielle, mais il y a une misère spirituelle énorme. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde où la vie matérielle était dure, mais où la vie spirituelle avait infiniment de charme. Et ce monde s'est totalement inversé. On a une vie matérielle assez facile et une vie spirituelle d'une pauvreté inouïe. Et là, on se rend compte que cette détresse spirituelle est une forme de paupérisation, une forme de misère qui est largement aussi grave que l'autre. Hein. D'ailleurs, on l'expérimente. C'est les nouvelles misères, ça c'est les sociologies, la nouvelle sociologie de la misère. Hein, parce qu'en banlieue, c'est ce que je disais, il n'y a pas de miséreux en banlieue. Les mecs des émeutes, ils sont habillés, ils bouffent, ils ont des téléphones portables avec télé. C'est pas les favelas, c'est pas la période mexicaine de Buñuel, tu vois. C'est pas Los Olvidados. Mais n'empêche que ils supportent pas leur vie tous les jours, tu vois. Donc, et ça, c'est un fait anthropologique qu'on doit intégrer. La France est un pays de merde, on vit une vie de merde, tout le monde s'emmerde, les riches comme les pauvres. Il y a quelques connards qui jouissent parce que vraiment, ils sont allés très très loin dans la destruction de leur propre âme, tu vois. C'est-à-dire pour eux, la vie est une espèce de slalom entre les musts, tu vois. C'est une course aux musts, tu vois. Et ces gens-là sont très peu nombreux, ils sont très laids, sont de très mauvais exemples. Ce sont des parasites intégraux hein, à tous les niveaux, et ils ne pourront pas tenir la boutique très longtemps. Hein. Et je pense qu'à un moment donné, même, il y aura peut-être une alliance objective entre tous les miséreux, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les cadres miséreux, les catholiques miséreux, tous ceux qu'on en marre, qui sont peut-être capables pour se dire, on a les mêmes ennemis, on va peut-être s'allier, parce que c'est... Et effectivement, pour échapper à ça, c'est-à-dire au désespoir solitaire qui tourne à la psychose, et ce que le système favorise. Parce que des individus dépressifs, ça ne pose aucun problème. C'est comment empêcher qu'ils se réunissent et qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas déprimés, mais que leur névrose est une névrose objective, produite par le système, et qu'en réalité, ils sont en train de résister, et que leur malaise est la preuve d'une résistance politique, et que s'ils se fédèrent, ils peuvent transformer ce malaise en combat, en force, et même en plaisir. Et tout le travail du système, c'est d'isoler les gens pour qu'ils n'arrivent pas à opérer cette jonction, qui d'un seul coup produit une énergie, une vérité incroyable. Prends au sérieux les idées. Et les idées, et va étudier les idées avant d'étudier l'action. L'homme moderne, c'est tout le contraire. C'est action, 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 nous avons besoin d'action, nous avons besoin d'agir, agir, agir. Les idées, ça ne vaut rien, la doctrine, ça ne vaut rien, n'a pas d'importance. Les idées n'ont aucune importance. Mais remarquez que pour affirmer que les idées n'ont aucune importance, c'est encore une idée. Aristote l'a dit il y a longtemps, si vous voulez philosophie, vous devrez philosopher. Si vous voulez philosopher, vous devrez philosopher. Si vous voulez ne pas philosopher, vous devrez philosopher pour établir qu'il ne faut pas philosopher. En tout état de cause, vous devrez philosopher. Autrement dit, les idées priment. De quelque façon que vous preniez les choses, les libéraux n'ont qu'une seule idée en tête, et c'est que les idées ne valent rien. Mais ça, c'est une grande idée. Exactement comme les modernistes aujourd'hui. Les modernistes ont un seul dogme, et c'est le super dogme que les dogmes ne valent rien, qu'il ne peut pas y avoir de dogme. Donc chez les modernistes, c'est dogmatique qu'il ne puisse pas y avoir de dogme. C'est toujours pareil. Il n'y a aucune vérité, mais ça c'est une vérité. C'est l'unique vérité pour l'homme moderne, c'est qu'il ne puisse pas y avoir de vérité. C'est la folie, c'est la contradiction, c'est la stupidité. De fait, avant chaque action est nécessairement précédée par une idée. Et si j'agis pour prouver qu'on n'a pas besoin d'une idée pour agir, ça c'est encore une idée, évidemment. J'agis pour prouver que les idées ne valent rien. C'est encore une idée.